évidemment convaincu que c'est par le rapport des forces à l'intérieur des entreprises, par le rapport des forces dans le pays, qu'on va éventuellement réussir à renverser la tendance qui aujourd'hui n'est pas bonne, hein, puisque on est lucide et on voit bien que à côté de cette décision du Conseil d'État qui nous permet de faire annuler un petit bout de la loi travail, vous avez quasiment tous les jours des textes qui passent et qui fracassent la protection des salariés, qui remettent en cause de fond en comble les équilibres sur lesquels repose la République française quasiment depuis la sortie de la guerre. On a vraiment une entreprise de démolition du Code du travail, une entreprise de démolition de la conception qu'on avait dans ce pays, que nous on porte toujours, de protéger les salariés contre le pouvoir patronal. Ça, c'est en train d'être complètement démantelé et on est complètement lucide sur le fait que ce que nous avons gagné hier ne remet pas en cause le mouvement général et que pour le remettre en cause, ce mouvement général, il va falloir qu'on modifie, encore une fois, les rapports de force. Mais ce qu'on est aussi sûr de pouvoir exprimer avec la décision qui a été rendue hier, c'est que si on continue à se battre, si on est obstiné, si on ne lâche pas, et si on met en œuvre une stratégie cohérente et qui rassemble à la base, il est possible d'obtenir des résultats positifs, des avancées dans cette bataille contre la démolition des droits sociaux, et que on a quand même grand besoin de faire la démonstration qu'il est possible de les faire reculer en face, même si ces reculs sont à chaque fois évidemment des pièces qu'on additionne. Mais je crois vraiment que, et on l'a bien senti lorsque la décision est tombée hier, à l'intérieur de toutes les organisations qui se battent contre la loi travail, qui se battent contre les ordonnances Macron, il y a une sorte de vent positif qui s'est mis à souffler, en se disant mais mon Dieu, alors que tant de Cassandre nous expliquaient que c'était inutile voire irresponsable d'aller saisir le Conseil d'État pour obtenir l'annulation d'un morceau de la loi travail ou l'annulation d'un morceau des ordonnances Macron, et bien oui, on l'a fait, on s'est rassemblés à la base pour le faire, et ça s'est quand même soldé par un résultat positif qui en appelle d'autres, et qui est aussi, je crois, l'expression d'une stratégie qui consiste à ne pas lâcher et à faire usage de toutes les possibilités, de tous les instruments qui sont à notre disposition pour obtenir des résultats concrets, c'est-à-dire montrer qu'il est possible de gagner, même si, évidemment, encore une fois, on n'est pas naïf sur le fait que c'est pas ça qui va nous permettre de renverser les rapports de force. En droit, ça se justifie comment? Enfin, comment le Conseil d'État justifie le fait que c'est sur ce point-là qu'il vous donne raison? Techniquement, sur le principe d'égalité, c'est-à-dire qu'il a estimé qu'un certain nombre de mesures que contenait ce décret sont en contradiction avec le principe d'égalité. Et est-ce que ce principe-là pourrait être évoqué ou utilisé sur d'autres mesures? On l'utilise déjà. Là, par exemple, on a une audience qui est prévue le 14 décembre prochain devant le Conseil d'État toujours. Alors cette fois, c'est pour attaquer les ordonnances Macron. Parce que ça, c'était la disposition El Khomri. Hein. C'est ça. Donc le 14, c'est pour attaquer les ordonnances Macron. Et bien sûr que le principe d'égalité fait partie de l'arsenal qu'on a mobilisé pour tenter cette fois-ci d'obtenir l'annulation d'une partie de ces ordonnances. Le 14 décembre, la contestation porte sur quoi précisément? Alors, elle porte précisément sur le fait qu'on puisse licencier un salarié avec une justification garantie, donc avec une validation de ce licenciement qui devient d'une certaine manière incontestable, à partir du moment où le salarié n'a pas accepté qu'une convention collective
réduise le montant de son salaire, par En exemple. gros, dans le cadre d'un accord de Ce qu'on compétitivité. appelle les accords, plus les accords large dits maintenant. offensifs, machin, qui sont maintenant des accords À qui tout se faire. confondent avec, Ouais. avec toute la négociation collective, puisque n'importe quel accord peut être qualifié d'accord participant à l'amélioration du bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc à partir du moment où un accord est reconnu comme un instrument d'augmentation de l'efficacité de l'entreprise, il peut baisser les salaires, augmenter la durée du travail des salariés, et les salariés qui n'accepteraient pas ces reculs seraient licenciés, et seraient licenciés sans possibilité de contester la régularité de ce licenciement, la validité de la décision de l'employeur. Et, voilà, et donc on estime que c'est évidemment inacceptable d'un point de vue politique, d'un point de vue syndical. Enfin, vous voyez à quel point on va mettre les salariés sous pression, à quel point on va rendre extrêmement difficile la bataille des salariés individuellement ou collectivement pour s'opposer à des reculs concrets significatifs dans leurs conditions de travail. Enfin, l'exemple le plus éloquent, le plus emblématique, c'est la diminution du salaire. C'est-à-dire qu'on peut diviser le salaire des salariés par application d'un accord collectif et dire aux travailleurs, si vous résistez à ça, si vous osez contester la diminution de votre salaire, eh ben, l'alternative, c'est qu'on vous fout à la porte. Et on vous fout à la porte sans que vous puissiez contester cette décision. C'est, voilà, terminé, c'est comme ça. Voilà, ça en dit long sur les véritables objectifs poursuivis par M. Macron et par Mme El Khomri, enfin tous ces gouvernements là, qui se sont succédés. On ne cite que les deux derniers, mais en vérité, on peut aller beaucoup plus loin. L'entreprise de démantèlement du Code du travail, c'est quelque chose qui est en cours depuis au moins 15 ans. Ouais. Mais là, voilà, ça touche à son apogée. Les deux dernières réformes, en tout cas. Sur Pourquoi, par rapport à la... J'essaie de dire voir clair, par rapport à ce que au travail qu'a mené FO en parallèle, ils ont obtenu une décision en octobre, l'an dernier. Comment ça s'articule justement avec ce que vous venez d'obtenir cette fois-ci? Bah, si vous voulez, plus vous avez d'arguments qui sont communiqués aux juridictions compétentes, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit le Conseil constitutionnel, et plus le débat est riche. On va dire, bon après, on n'est pas dans une course à l'échalote, là. Voilà, on a engagé l'action qui a été couronnée de succès hier. Alors, je ne sais pas quelle structure exactement de Force ouvrière a, il y a quelques mois, déposé une QPC. Et la QPC a été transmise au Conseil constitutionnel et a abouti à l'annulation d'une partie de la loi travail. On s'en félicite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est comment ça s'articule juridiquement avec ce que vous avez obtenu. Est-ce que l'un renforce l'autre ou est-ce que c'est deux sujets différents? Bien sûr, l'un renforce l'autre. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas y aller ensemble? Enfin, pourquoi ne pas faire ensemble Bon, nous, on fait des actions CGT. Et vous l'aurez compris, ces actions CGT sont aussi un événement à l'intérieur de la CGT. Et il y a des gens à l'intérieur de la CGT qui ne partagent pas forcément cette démarche. Et il faut qu'on rappelle peut-être un peu le contexte, c'est que à l'issue de la lutte, par la grève, la manifestation et toute cette période qu'on a connue de lutte contre la loi travail, la CGT s'était engagée à entamer tous les recours juridiques pour que la loi travail, donc El Khomri à l'époque, ne passe pas à la porte de l'entreprise. On a donc, nous, attendu que notre confédération se saisisse notamment de cette opportunité de déposer des QPC. La confédération CGT ne l'a pas fait, Force ouvrière l'a fait visiblement dans la foulée, au mois de novembre. Et nous, on s'est retrouvés aussi très limités parce que les QPC n'ayant pas été déposés par notre confédération, en début d'année, on a eu de grosses craintes que sur les décrets non plus, il n'y ait pas de recours. C'est pour ça qu'on s'est saisi des décrets, sauf qu'on était très limité puisqu'on avait 2 mois pour entamer des recours contre ces décrets, donc on était déjà début janvier. Il fallait que ce soit déposé avant fin février et on n'était que quelques syndicats, donc avec peu de moyens. C'est ce qui fait et ce qui explique aussi qu'on a attaqué que 2 décrets, que 2 dispositions de cette loi travail. On n'avait pas les moyens de faire autrement.
Aujourd'hui, on a la confirmation qu'on avait raison. On a le regret de ne pas avoir eu la possibilité de faire plus, parce qu'on aurait peut-être pu aller plus loin si on avait été mieux préparé, mieux armé, plus nombreux et avec plus de moyens. Donc voilà. Aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on est conscient de toute façon qu'on n'est pas sur une victoire d'une ampleur monumentale. La véritable question pour nous, c'est pas seulement le résultat juridique, c'est aujourd'hui, on a quand même réussi, pour nous en tout cas, à entailler en partie le projet politique, parce que ça vient servir un projet politique, qui est celui de contourner les organisations syndicales et de réorganiser une représentation des salariés qui ne soit pas indépendante. Donc ça reste pour nous une entaille dans ce projet qui est servi en premier lieu par la loi El Khomri et qui vient ensuite être servi de toute façon par les ordonnances. Et on sait très bien, comme le disait Fiodor, que si on n'est pas en capacité, toujours pas en capacité de créer un rapport de force de masse par la grève, par la rue et par les travailleurs, de toute façon, ils nous resserviront des dispositifs juridiques qui viendront de toute façon systématiquement appuyer ce projet politique contre lequel nous, on essaye de lutter par tous les moyens, notamment les moyens juridiques. Là, sur les ordonnances, le service juridique de la Confédération a déposé des recours cette fois-ci. Faut peut-être leur demander. Si, non, mais... c'est pour ça. Là, alors, du coup, en fait, visiblement, cette fois-ci, ils auraient déposé des référés suspension. Ouais, voilà. Ils ont déposé des référés, mais il y a déjà le résultat qui est évidemment négatif, puisque faire un référé sur ce type de problème, c'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué techniquement. Mais enfin bon, on ne va pas se plaindre qu'ils fassent une démarche qui est de nature à éventuellement permettre l'annulation d'une partie de ces textes. Bon, même si évidemment, on s'interroge sur pourquoi ils choisissent la voie qui évidemment... Du référé suspension qui nécessite une condition d'urgence qu'il n'y a pas de toute façon. Enfin, nous, à l'époque, on y a réfléchi aussi en se disant que c'était pas la bonne piste et que c'était pas les référés suspension. On se pose la question très régulièrement dans n'importe quel syndicat pour n'importe quelle mesure qui est prise unilatéralement, etc. Et c'est vrai que systématiquement, on a beaucoup de mal à réunir les trois conditions et la condition la plus difficile, c'est celle de l'urgence. Et là, en effet, sur les ordonnances, rapidement, on a balayé cette stratégie. Disons que s'ils avaient voulu arriver à ce résultat, c'est vrai que la Confédération l'a fait. À savoir que le Conseil d'État n'a pas retenu leurs arguments, s'ils voulaient arriver à ce résultat, ils ne se seraient pas pris autrement. Il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que le référé, c'était une impasse. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un peu classiquement, les syndicats que la Confédé ou que la CGT... non, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème ici qui, manifestement, révèle une divergence beaucoup plus profonde. Je crois que l'opposition qui a éclaté au grand jour entre nous et d'autres à l'intérieur de la CGT, qui estiment que les actions en justice ne doivent pas être mises en œuvre, cette opposition, elle demeure, puisque, voilà, même si formellement on a l'impression qu'ils vont au Conseil d'État, bon, ils le font avec une technicité telle que ça échoue, et ça échoue sans surprise. Donc l'opposition, elle demeure. Et ce que ça révèle en profondeur, c'est qu'il y a deux stratégies à l'intérieur de la CGT qui s'expriment. Il y a ceux qui estiment manifestement qu'il faut composer, y compris avec les textes qui sont combattus par nous. Et puis il y a ceux qui estiment que tout doit être mis en œuvre, tous les instruments doivent être mobilisés pour essayer de faire reculer ces entreprises de démolition de la protection des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, cette politique absolument inacceptable de recul social. Et ces deux orientations, elles vont inévitablement se contredire. Et vous voyez bien que on peut se positionner avec toute la souplesse qu'on veut, et cette contradiction, elle est là. Elle est là. Et je crois que ce qui va arriver très rapidement, dans le prolongement de ces actions en justice, c'est que
l'opposition fondamentale que tout ça sous-tend va remonter à la surface. Et ça va donner lieu à l'intérieur de l'organisation à des débats démocratiques, à une véritable interrogation sur quelle est l'orientation qu'on veut au sein de la CGT. Et les structures qui se sont engagées dans... à l'intérieur, ça va remonter comment? Ça va remonter parce qu'il y a des débats. Regardez les gens qui se sont... Ça débat. Il faut que ça puisse initier un débat au sein de la CGT. C'est aussi sur ça où on veut aller, quelle stratégie on met en place aussi pour y aller. Et de quelle stratégie on se saisit. Parce qu'une fois de plus, sur la lutte contre les ordonnances, au niveau de la stratégie, je pense qu'il y a eu des désaccords dans la CGT sur la façon de présenter et d'amener le monde du travail à la mobilisation et à la réussite. Pour vous, qu'est-ce qui a été raté au-delà de la bataille juridique c'est la construction du... Enfin, c'est tout le processus. Vous regardez là autour de la table, les syndicats qui sont présents, je pense ne pas me tromper en disant nous sommes de vrais syndicats de lutte, de classe, de masse et révolutionnaires. C'est la charte d'Amiens, conception du syndicalisme. Et pourquoi on s'est réunis, on est allé voir Maître Riloff, c'est qu'à un moment, voilà, l'action en justice est un outil de la lutte, parmi tant d'autres. Mais c'est pas un terme de ratage. Hein. Non, c'est une stratégie. On ne dit pas qu'eux se ratent. Mais ce qui est important quand même, c'est que une stratégie. On soit lucide et qu'on accepte que quand certains à l'intérieur de la CGT, y compris au plus haut niveau, sont contre les actions en justice, c'est pas qu'ils se ratent, c'est qu'ils défendent leur stratégie. Et leur stratégie, c'est de ne pas tout mettre en œuvre pour faire reculer ces textes. Et c'est pas se rater. Non, mais c'est pas se rater. On peut parfaitement considérer, ce sont des courants de pensée qui traversent la société, que la lutte n'est pas nécessairement la réponse à toutes les difficultés qu'on rencontre, qu'il faut se mettre autour d'une table, que, regardez, je sais pas, la dernière fois qu'il y a eu une expression de certains de la CGT sur les ordonnances Macron, il a été dit, nous resterons vigilants, nous aurons des réunions fréquentes, mais pourquoi pas? Il ne s'agit pas de stigmatiser ça, comme si c'était, une sorte de violation absolument inacceptable, je sais pas, de la charte d'Amiens. Bon. Nous, on est pour la charte d'Amiens, effectivement, et on a une stratégie, et on la défend, et on pense d'ailleurs qu'elle est majoritaire à l'intérieur de la CGT. Et donc ce qu'il faut, c'est que les deux stratégies qui manifestement se mettent en œuvre à l'intérieur de cette organisation puissent se montrer, se dire, s'exprimer, et que ensuite les adhérents aient la possibilité de trancher en toute connaissance de cause, de manière démocratique. Voilà. Et les syndicats qui se sont organisés pour mener cette action au Conseil d'État l'ont pas fait de manière irréfléchie, spontanée. Voilà, chacun, en s'engageant dans cette démarche, savait qu'il exprimait, ce faisant, la volonté d'imprimer à l'intérieur de la CGT une stratégie qui n'est pas forcément celle que d'autres portent. Voilà. Et je pense que le temps est venu d'arrêter de vouloir absolument dissimuler tout ça, de ne pas le montrer. Voilà, c'est pas anormal que, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les travailleurs de ce pays, qui est quand même une situation très compliquée, c'est pas anormal qu'il y ait des stratégies différentes qui s'expriment. Et voilà, et donc on veut que le débat ait lieu de manière démocratique et que ensuite les adhérents puissent se prononcer. Non, c'est simplement que sur la stratégie, je me fais vraiment l'avocat du diable, mais la réponse, ça peut être à quoi bon perdre de l'énergie, du temps, de l'argent, j'imagine que ça en coûte à chacun, pour monter des recours juridiques, alors que vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'ils vont écrire un autre texte qui corrigera ce qu'ils ont écrit. Oui, mais on a besoin de victoire dans la période actuelle. C'est surtout ça, parce que la victoire, le résultat d'hier, il est au-delà d'une simple victoire sur la El Khomri. C'est une nécessité vitale pour le monde du travail de gagner. Ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas gagné collectivement, et en agissant à quelques syndicats, on fait gagner le collectif. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, par exemple, depuis hier soir, il y a réellement un ressenti important de dire enfin on a gagné quelque chose d'important. Pour moi, c'est très important.
et ça ouvre des portes à la suite. Donc, à quoi ça peut nous amener? Ça peut nous amener que aujourd'hui, on fasse prendre conscience au plus grand nombre de militants de la CGT, entre autres, qu'on peut encore gagner en se mettant derrière à la fois les ordonnances, tous les mauvais coups qui sont en train de passer. Et quand vous dites oui, ils vont ressortir une loi, mais en attendant, je l'ai vécu chez Goodyear pendant 7 ans, quand vous gagnez non pas l'annulation définitive d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mais pendant un certain temps la certitude qu'ils peuvent pas vous licencier, croyez-le ou pas, mais ce bol d'oxygène, il fait énormément de bien. Et en cette situation un peu troublée, par exemple sur la façon dont on peut s'organiser pour mener la lutte sociale, en plus de la lutte juridique, je pense que ça fait énormément de bien. Et donc je pense que on peut profiter aussi de cet instant pour faire un appel généralisé à toutes les structures de la CGT pour dire il est grand temps de nous rejoindre derrière les actions qu'on est en train de mener. Il y en aura d'autres, parce qu'on va pas lâcher le morceau comme ça. Mais par contre, effectivement, il faut aussi qu'on se pose la question quelle lutte sociale on mène à partir de demain pour joindre les deux bouts. C'est-à-dire que la lutte juridique n'a de sens que si elle est rejointe par une lutte sociale. Ça n'a aucun intérêt, et nous on l'a vécu chez Goodyear, de tout miser sur le juridique sans à un moment donné mener le combat en interne dans les structures, dans la CGT, mais surtout dans les entreprises, je suis tenté de dire, pour dire voilà, il y a une nécessité urgente de s'organiser concrètement. Donc après, la problématique, je suis tenté de dire, elle vient pas de nous. Nous, notre vision de comment on mène à la fois la lutte sociale et la lutte juridique, c'est clair. Comme le disait Yannick tout à l'heure, c'est revenir à des fondamentaux qui ont été malheureusement oubliés. Mais je reste persuadé qu'une large partie de la CGT aujourd'hui partage ce que l'on dit depuis maintenant des mois. Après, la difficulté, c'est comment qu'on se retrouver sur un vrai point de convergence. Mais il n'y a pas de divergence de fond. Il y a une convergence, c'est sur la façon dont on mène les actions. Moi, je reste persuadé que la méthode utilisée depuis 2016, à savoir des journées comme ça accumulées, c'est pas spécialement ce qui fera son plus grand effet. On en a la preuve malheureusement aujourd'hui avec les ordonnances. J'ose espérer que ça n'en est pas terminé, puisque on sent que partout ça pousse pour une rentrée sociale dès le mois de janvier qui remettent le couvert, parce que je serais tenté de dire que le gouvernement de son côté va pas lâcher le morceau. On sait qu'il y a tout un tas d'autres choses qui vont arriver sur la table, qui vont être les plus néfastes les unes que les autres. Mais à titre d'exemple, s'il y avait les ordonnances Macron, la loi travail qui était sortie en 2007, notre usine aurait fermé en 6 mois de temps. Ce qui nous a permis de durer pendant 7 ans sur notre combat, c'est qu'on avait un code du travail qui, dans un certain nombre d'articles, nous a permis de gagner. Et aujourd'hui, malheureusement, ça devient quasiment impossible. Et donc, c'est en ça qu'il faut continuer à marteler que se battre contre les ordonnances juridiquement, c'est important. Mais aujourd'hui, la seule façon de gagner du temps dans les entreprises, c'est de se battre collectivement avec les salariés devant les tôles, quoi. Et le tous ensemble. Je ne sais pas si on imagine bien quand même ce que c'est que le plan Macron. C'est d'abord la destruction du code du travail. Ça n'empêche en rien dans les fermetures d'entreprises. Enfin, je vais prendre un exemple qui est Tupperware. Il annonce la fermeture de sa dernière usine en France. Demain, vous leur dites, il n'y a plus de code du travail, est-ce que pour autant vous resterez? Ils vont dire non, parce que c'est juste un problème de dividendes pour les actionnaires. Donc, le code du travail chez nous, c'est pas ce qui a fait fermer l'entreprise pour Goodyear. Avec ou sans code du travail, de toute façon, leur objectif, c'était de fermer l'entreprise. Donc, c'est un faux débat, ça, le code du travail. Par contre, le code du travail déglingué complètement, ça va vraiment créer un vrai débat au sein même des entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, ils courent de partout, les employeurs, contrairement à ce qu'ils disaient, nous, vous savez, on n'est pas très intéressés par la politique menée actuellement. Mon cul, quoi. Ils savent très bien pertinemment que la politique qui est menée aujourd'hui, c'est celle du MEDEF. Gattaz, d'ailleurs, applaudit des 2 mains, voire même 3. Je crois qu'ils vont y en pousser une 3e parce qu'ils ne savent plus comment faire. Mais sincèrement, vous prenez les ordonnances aujourd'hui, elles ont un avantage énorme pour les employeurs et un énorme désavantage pour les salariés. C'est que, avant même de licencier, ils vont savoir combien ça coûte. Voilà. Combien coûte un licenciement. Voilà. Il y a même, comble du cynisme total, c'est qu'ils sont allés mettre en place même un outil qui permet aux employeurs directement sur le net de dire voilà, tant d'ancienneté, tant de ceci, tant de cela, ça coûte tant. Bon, après, effectivement, là où ils sont un peu plus embarrassés, c'est sur le préjudice moral qui est lié au licenciement, etc., etc. Donc, je pense que c'est là-dessus. Mais sincèrement, les ordonnances, si elles passent, c'est plus un retour en arrière. C'est pour moi l'anéantissement définitif d'une grande partie du code du travail. Et on sait tous que sans code du travail, quel est l'intérêt d'avoir des représentants du personnel? Enfin, nous, notre objectif, c'est de faire appliquer les droits des salariés dans les entreprises et demander aux patrons de mettre en place leurs devoirs. J'ai bien compris la question là tout à l'heure parce que s'il y a un retour du gouvernement pour tenter de substituer à telle ou telle règle qu'on aurait fait annuler une autre règle semblable,
Vous réattaquerez, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais ça, de toute façon, à chaque fois que tu obtiens une victoire, quel que soit le moyen par lequel tu obtiens cette victoire, le gouvernement, tant qu'il est en place et qu'il estime avoir le rapport de force en sa faveur, il peut parfaitement revenir et remplacer ce qui a été. Bien sûr, c'est le rapport de force en permanence. Par ce qui s'est passé sur Goodyear, j'ai envie de dire que finalement, ce qui est surprenant, c'est que les gens soient surpris qu'on se soit saisi de ce dispositif. C'est ce que des milliers de syndicalistes font tous les jours dans les boutiques. On se saisit de tout. C'est notre quotidien dans les syndicats et dans les entreprises et dans les services. On se saisit de tous les moyens, y compris juridiques, même si pour nous, c'est pas la solution, pour pouvoir ralentir des destructions, nous, à l'hôpital, des fermetures de services, des horaires dérogatoires qui vont abîmer la santé des salariés. Et on s'en saisit en permanence. Et puis derrière les référendums, et puis derrière les référendums d'entreprise, il y a aussi cette façon de mettre la pression sur les salariés. Je me souviens pertinemment de plusieurs entreprises où on avait posé des questions à des salariés. Est-ce que pour accepter pas perdre votre boulot, vous travaillerez par exemple tous les dimanches? Bon. Et ça, c'est les vraies questions qui sont venues sur le fond. Et on a vu aussi, par exemple, des organisations syndicales qui se disaient proches des salariés, qui en réalité sont très proches du patronat. La CFDT, pour pas la nommer, je crois, dans une entreprise, qui dit on va faire un référendum avec le patronat, résultat des courses, ils perdent. C'est-à-dire c'était une branche de EDF où effectivement ils se sont fait ramasser complètement et on voit bien la limite justement du référendum. Par contre, aujourd'hui, c'est remettre en question la légitimité des organisations syndicales qui ont été élues majoritairement par les salariés, etc., etc. Et ça, en soi, c'est vraiment un vrai problème de démocratie dans l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que on sait tous les leviers qui sont mis en œuvre aujourd'hui par les multinationales ou les grands groupes pour faire pression, quoi. Non, mais j'ai aucun souci. On a écrit 1000 articles. Ça, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas le sujet. Enfin, si, c'est le sujet, mais ma question, c'est en fait, là, normalement, si les ordonnances roulent telles qu'elles roulent, on va avoir des accords qui vont commencer à être négociés et donc on va avoir les organisations qui vont s'y opposer et donc des référendums arriver. C'est ça la logique. Donc ma question, c'est à quel point cette victoire-là gagnée hier interrompt ce processus et pendant combien de temps? Ce que je veux dire, c'était pas ça ma question, c'était parce que ce n'est pas refusé, le Conseil d'État ne dit pas le référendum c'est terminé, c'est plié, il n'y en aura plus jamais. Il dit la manière dont il est organisé doit être revue et n'est pas légale. Voilà. Donc ma question c'est ça, c'est de quelle manière? Et puis par ailleurs... Il y a toujours eu des référendums dans les entreprises. Il faut remettre la question dans le temps. Mais de toute façon, et par ailleurs, à quel point... du coup, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que le combat, c'est aussi dans les entreprises, dans les boutiques, etc. Bien sûr. Chacun dans son domaine. À quel point il y a une envie de se battre localement sur les accords qui vont arriver. Enfin, voilà. Aujourd'hui, par exemple, si je peux prendre un élément, par exemple, de ce que sont les référendums jusqu'à aujourd'hui. Moi, chez Goodyear, ils nous ont fait des dizaines de référendums quand ils voyaient qu'effectivement, socialement parlant, ça bloquait. L'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de bypasser les organisations syndicales, notamment chez nous, c'était la CGT, pour dire vous dites ça, mais les salariés ne pensent pas comme vous. Ils ont fait 2-3 référendums, le résultat, systématiquement, il a été 80% contre la demande de la direction. Ils en sont revenus. Le danger des référendums actuels, c'est plus ça. C'est-à-dire que là, on va bien au-delà. C'est-à-dire que les référendums se substituent directement, c'est-à-dire sur des accords d'établissement, sur des suppressions d'avantages. Quand vous avez demandé dans une entreprise où il y a 80% de cadres, c'est pas péjoratif, mais c'est une réalité constante. Qu'est-ce qu'ils pensent de la suppression 3/8 des ouvriers? Parce que qu'est-ce qu'on met en demeure? On met l'avenir du site industriel en demeure. C'est-à-dire, ces 80% de personnes qui ne sont pas concernées par la prime, eux se sentent concernés par une éventuelle fermeture, c'est-à-dire perdre le job. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur demande de voter pour quelque chose pour lequel ils ne sont pas concernés. Et ça, c'est ça l'impact du truc. Donc si on passe tout par référendum, c'est l'avenir même des organisations syndicales et la démocratie dans l'entreprise qui est en jeu. Contrairement à ce qu'on nous dit, plus de référendum, c'est plus de démocratie. Moi, je pense totalement le contraire. Ensuite, sur les ordonnances, etc., etc., par exemple, aujourd'hui, vous avez tout un tas de patrons qui courent dans l'entreprise pour reculer la date des élections professionnelles. Nous, on n'est pas hostile, ils ont bien compris, quoi. On n'est pas hostile à la démocratie à l'intérieur des entreprises. On n'est pas hostile au fait que les élections salariés puissent s'exprimer sur les différents enjeux. Là où il y a vraiment une escroquerie intellectuelle dans ces histoires de référendum, c'est que on dit consulter les salariés, mais en vérité, on ne les consulte pas. On leur met un pistolet sur la tempe et on leur dit de deux choses l'une. Soit vous acceptez les sacrifices qu'on est en train de mettre en œuvre, soit vous dégagez, vous perdez votre emploi. Non, on fait mieux que ça, on dit si vous votez pas pour, c'est vous qui serez responsable de votre licenciement. Il n'y a pas de démocratie là, il y a un chantage
c'est un chantage, et c'est la méthode du chantage qui est d'une certaine manière institutionnalisée par ces histoires de référendum. Parce que la pratique consistant à dire aux salariés, soit vous acceptez les sacrifices, soit vous dégagez, ça fait des années et des années que ça existe. Et d'ailleurs, on a essayé, avec ce même chantage, de faire reculer les salariés de Goodyear, et ils ne se sont pas laissés faire, ils se sont rebellés. Mais on sait bien que toutes les entreprises en France n'ont pas une structure syndicale CGT aussi solide, et puis voilà, et puis une pratique et une culture de la lutte aussi forte que les salariés de Goodyear, et que dans bien des entreprises, le chantage, ça marche bien sûr. Et ça marche avec les salariés, et ça marche avec les organisations syndicales qui se disent de toute façon, qu'est-ce qu'on a comme choix? Et là, on va institutionnaliser cette méthode. Alors, est-ce que la victoire qu'on a obtenue hier remet en cause le référendum chantage des ordonnances Macron? Bien sûr que non. Est-ce que on va essayer de faire annuler les ordonnances Macron? Oui. C'est déjà en route. C'est déjà en route. Mais on le disait tout à l'heure, on n'est pas naïf. Est-ce que les actions qu'on mène devant le Conseil d'État vont être couronnées de succès ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on a décidé stratégiquement, c'est de tout mettre en œuvre, de mobiliser tous les moyens possibles pour tenter d'endiguer cette entreprise de démolition. Et surtout, ça correspond au désirata de la Confédération CGT. Et puis, c'est un nous a demandé d'agir partout, c'était possible. Et ces procédures-là, elles sont un point d'appui dans les entreprises pour se rebeller contre ces référendums chantage-là. Parce qu'il y a besoin de dire aux salariés, c'est pas parce que maintenant c'est institutionnalisé que le pistolet sur la tempe est en quelque sorte inscrit dans le code du travail lui-même, qu'il faut se laisser faire. En fait, c'est important qu'on soit dans le débat. En fait, ces référendums chantage, c'est des éléments qui coupent le débat, qui l'arrêtent, puisqu'on n'est pas dans l'échange. Et nous, depuis le départ de cette action, et moi je parle au nom d'Infocom CGT, on a toujours été dans le débat, y compris en interne de notre propre syndicat, à chaque moment, quelles sont les meilleures solutions à trouver pour s'attaquer aux réformes dont on ne veut pas. Et alors, l'idée d'aujourd'hui et d'hier, de cette décision du Conseil d'État, c'est que c'est de la symbolique, c'est un point d'appui. Pour nous, c'est la preuve qu'il existe des leviers pour lutter contre la loi travail et qu'il suffit de les prendre en compte, il suffit de les mettre en œuvre. Et donc, nous, on considère qu'on est un ensemble de syndicats CGT et on n'est pas 3 syndicats, on n'est pas 10 syndicats, on est presque 60 syndicats et simplement, on n'a pas baissé les bras. Et on considère que ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a une décision qui est symbolique. Ensuite, le deuxième point, c'est que, en fait, ça ouvre une brèche. Et c'est ça l'idée principale, c'est qu'il y a des politiques antisociales en faveur des riches qui sont menées. Le gouvernement et le président ne se cachent pas de ça. Et nous, on a ouvert une brèche. Ça veut dire que, en réalité, on considère qu'une décision comme ça en appelle une autre. Ça donne un espoir. Et ça fait aussi partie d'éléments de débat. Longtemps, le débat, ça a été de dire, ben oui, une grève par-ci, une grève par-là, des grèves à saut de mouton. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché avec la loi El Khomri, ça n'avait pas plus marché avec la réforme des retraites en 2011 que ça n'a marché avec la loi El Khomri en 2016, que ça n'a marché avec les ordonnances Macron. Donc il faut trouver autre chose. Et donc cet espoir. Et ça veut dire que c'est-à-dire qu'il y a plein d'actions qui peuvent être menées. Il y a donc ce que disait Isabelle tout à l'heure, ce que disait Michael, on doit utiliser la rue, on doit utiliser la justice, on doit utiliser tous les éléments qui sont en œuvre pour arriver à un rapport de force qui nous soit favorable et qu'on puisse rester ensemble. Et alors après, il y a eu, et donc ça, Maître Riloff en a parlé, on a eu des critiques. Y compris en interne. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs stratégies différentes ? La question, c'est surtout de partir de ce qui existe et de voir ce qu'on peut en faire. En fait, c'est à partir de décisions comme celle-là qu'on doit réfléchir à la façon dont on peut lutter et quelle stratégie on peut apporter, parce que les sondages d'opinion montrent depuis septembre, comme lors de la loi travail de El Khomri, que les Français, dans leur majorité, sont contre ces réformes. Donc ça veut dire qu'on a des perspectives, et là on en a une qui a fonctionné,
on a des perspectives maintenant pour lutter contre ces réformes. Et comment est-ce qu'on atteindra ce tous ensemble et comment est-ce qu'on atteindra cette stratégie globale? C'est le rassemblement à l'intérieur de la CGT, mais aussi en dehors de la CGT, le rassemblement des salariés, puisque voilà, au-delà de cette réforme, de ces ordonnances qui suivent la réforme du travail El Khomri, c'est l'ensemble de la politique économique et sociale du gouvernement qui doit être discuté constitutionnellement avec les syndicats et qui peut être remise en cause par le rapport de force qui peut être construit de différentes façons. Nous, au niveau d'Infocom CGT, on essaye de sortir, de ne pas être simplement dans un rapport idéologique. C'est-à-dire on essaye de construire des choses avec nos adhérents, en discutant entre nous, en débattant, parce qu'on n'a pas de réponse toute faite. Par contre, on peut aller vers certaines directions, prendre des décisions, et on peut, quand on arrive à des victoires, ça en appelle d'autres. L'enchaînement de défaites qu'on a connu depuis 2011, on a la faiblesse de penser que ça peut s'inverser avec des actions comme celles qui ont été menées avec Maître Rilov et tous les syndicats CGT associés. C'est pour ça que c'est important quand même de valoriser au maximum cette victoire d'hier, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a une culture quand même de très peu remonter les informations quand elles sont positives. C'est un peu un défaut qui est pas historique, mais c'est comme ça, quoi. C'est assez compliqué quand même de dire quand on a gagné. Et il faut vraiment que partout ça se sache, quoi. Cette victoire, elle est quand même à la fois impressionnante, elle est inédite, et surtout elle arrive dans un contexte où quand même on a l'impression que le rapport de force il a bien évolué, mais pas spécialement en notre faveur. Ça calme les choses, ça remet un petit peu les choses en place, mais ce jugement, cette victoire, elle n'a pas de sens si elle ne profite pas au maximum de gens. C'est-à-dire que il faut que ça ouvre un esprit vers une conquête de dire voilà, il y a des recours sur les ordonnances, il y aura d'autres recours qui vont être formulés. Je pense qu'on va être vu peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que on va commencer vraiment à nous prendre un peu plus au sérieux en disant c'était pas uniquement pour y aller. Non, notre objectif c'est d'y aller et de gagner, enfin, qu'on en soit bien conscient. C'est-à-dire qu'initialement, au mois de janvier de cette année, on nous a laissé sous-entendre, ouais, bon, vous y allez, mais bon, à quoi ça sert? De toute façon, c'est perdu d'avance. Non, la preuve, on a gagné. Bon. Et de toute façon, on a toujours intérêt à essayer. Donc, moi, je reste persuadé que sur les ordonnances Macron, rien nous dit qu'on peut pas gagner. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très optimiste en règle générale dans la vie, et je pense que si on arrive d'ici là et sur les autres actions qu'on va mener juridiques, à organiser un vrai réseau avec toutes les instances, toutes celles et ceux qui veulent la constituer seront les bienvenus. Hein. De toute façon, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et qu'on arrive à organiser vraiment un gros mouvement autour de ces actions pour vraiment faire barrage, c'est redonner un nouvel élan aussi, par exemple, à la lutte contre les ordonnances. C'est une forme, comme disait David, comme ça a été dit tout à l'heure, toutes les formes d'action, de toute façon, il faut qu'on les mette en œuvre, c'est évident. On n'a pas le choix. Et moi, je rejoins David donc, sur l'idée du débat démocratique dans notre organisation, parce que oui, c'est possible à la CGT, on a quand même cette chance. Je ne suis pas sûre que dans d'autres organisations, on ait autant de liberté de débat. Et on est des convaincus que s'il n'y a pas de débat dans la CGT, c'est comme ça qu'elle meurt. Hein. Donc, je vais rejoindre les propos de David. Aujourd'hui, on a environ 45 organisations et structures de la CGT qui, chaque fois qu'elles ont pris la décision de nous rejoindre sur ce dispositif de recours, ont eu le débat démocratique en interne avec l'ensemble de leurs syndiqués, avec l'ensemble des membres de leur commission exécutive, parfois en assemblée générale. Je suis moi-même allée animer des débats avec des copains sur les unions locales à Tourcoing, etc., où, oui, c'était intéressant parce qu'il y avait le débat sur le fond politique et sur les stratégies qu'on est prêt à mettre en œuvre et jusqu'où on doit aller. Et donc, c'est ça qui était intéressant, ça, c'est une richesse, et ça, c'est possible dans la CGT. Et c'est inédit. C'est la et première c'est fois. possible dans la Ça, CGT. vous pouvez regarder dans c'est pour les ça qu'on annales continue de croire aussi en la CGT. C'est que c'est CGT. possible à la CGT et c'est comme ça qu'elle peut grandir. On peut gagner. Ça n'a Et jamais c'est eu lieu. comme ça qu'elle peut gagner. Une action en juste, même je prends On le plus voit bien, largement une C'est action pas une action centralisée. commune portée par Oui. près de 50 Les structures bases. de base. Ouais. Alors 50, Tout. 60 ou 45? Alors, oui, parce que c'est compliqué la structuration de la CGT. Aujourd'hui, vous avez 45 organisations qui sont sur les recours. Mais dans ces organisations, vous avez des unions professionnelles qui réunissent plusieurs dizaines, plusieurs centaines de syndicats. Donc des unions Vous avez locales. la liste? Oui, bien sûr. Oui, on vous donnera une liste. Ouais. Ouais. Et Des puis, il y a- unions locales et puis, il y a des les unions organisations professionnelles. qui C'est ce qui fait que parfois on ont parle de manifesté plusieurs leur centaines désir de syndicats. rejoindre la démarche sans avoir formellement voté leur participation. Ouais. Voilà. Oui, Et toujours. le processus, enfin, parce qu'on a beaucoup focalisé sur le résultat,
Mais je pense qu'en prenant un peu de recul, en regardant ce qui s'est passé, il y a quelque chose de complètement inédit. Le processus consistant à faire décider à l'intérieur de chacune de ces organisations, démocratiquement, qu'on va prendre part à une action globale, à une action nationale. Tout ça autour d'une stratégie commune qui est, on va dire, transfédération, transstructure interprofessionnelle. On a réussi, autour de cette démarche, à rassembler des organisations à l'intérieur de la CGT d'une façon totalement nouvelle. Jamais elles n'ont été rassemblées de cette manière-là. Et c'est vrai que ça se fait en opposition avec d'autres à l'intérieur de cette organisation qui ne veulent pas seulement qu'on saisisse le Conseil d'État pour faire annuler le texte. Je pense que ce qui pose aussi problème, peut-être davantage encore, c'est la manière dont les organisations à l'intérieur du syndicat se regroupent pour entamer cette démarche, pour engager la lutte de cette façon. Ça pose aussi sacrément des difficultés, probablement à ceux qui préfèrent qu'on continue à faire comme on a toujours fait et qu'on se retrouve autour d'une table avec un ministre, un président de la République, etc. Et que à la sortie, on dise que la CGT, voilà, du haut de ses moustaches, restera vigilante. Voilà, vous voyez, il y a quand même ces deux manières de faire complètement, radicalement différentes. Et il y a les deux à l'intérieur de la CGT. Il y a les deux. Et il va falloir le débat et le clarifier. De toute façon, le débat il est clarifié depuis hier parce que la méthode qui fonctionne, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on n'a pas lâché sur la loi El Khomri, c'est-à-dire que ça démontre qu'on peut gagner même si à un moment donné on pense qu'on avait abdiqué et que c'était terminé. Moi je vous le dis clairement, ça fait énormément de bien dans les entreprises, quoi. Là où on avait vraiment besoin d'avoir un signal fort en disant malgré tout ce qu'on peut nous dire où c'est fini, la lutte des classes on n'y arrivera plus et que la classe d'en face va nous écraser et qu'on est complètement foutu, ce jugement vient dire ah ben non, on peut encore gagner. Et moi j'y crois mais dur comme fer que sur les ordonnances rien n'est encore joué. Enfin je veux dire, il y a des choses qui sont tellement illogiques, qui sont tellement débiles, je serais tenté de dire, dans ces ordonnances que il y a un certain nombre de juges, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent dire bah non, on n'est pas d'accord avec telle écriture ou telle forme d'écriture ou tel décret. Et ça, je pense que c'est vachement important. Et chaque fois qu'on ira et qu'on obtiendra le retrait de quelque chose qui pourrait nuire au plus grand nombre, pour nous, ça serait une victoire collective. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Enfin, moi, je le prends comme une victoire collective. C'est pas les 60 organisations qui représentent chacune un certain nombre de personnes ou d'autres organisations. C'est pas ça du tout. C'est que cette victoire-là, c'est la victoire du plus grand nombre. Voilà. Dans la CGT, bien évidemment, mais au-delà de la CGT, enfin, je veux dire, la Confédération CGT demain peut très bien mettre sur le site de la CGT le rendu de jugement en expliquant pourquoi il est favorable à l'ensemble des salariés. Et comme c'est un outil de communication qui permet de travailler sur ce qu'on a gagné, ben moi j'y vais. Ben moi je trouve que ça serait plus que logique, quoi. Là où ça serait pas logique si c'était pas le cas, mais on verra bien avec le temps. Mais vous savez, on va voir. Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils vont le faire et qu'ils vont pas le faire? À la limite, ça c'est un autre débat, on verra bien. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, notre rôle, c'est à travers les réseaux sociaux, à travers le fait que vous soyez présents, pouvoir justement communiquer sur cette victoire, qui en appelle d'autres, et relancer le débat sur quelle forme de lutte on doit mettre en œuvre à partir de demain. C'est-à-dire que là, il y a réellement urgence à remettre le couvert. L'abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron. C'est ça. Rappelez qu'on demande toujours l'abrogation de ces deux dispositifs. Mais ce qui est réellement par important, article par article. Ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est là où on a inversé le processus et enfin on a gagné. C'est plus que symbolique. Sur cette loi, c'est très fort. El Khomri, cette loi travail, là ça y est, on a une victoire. Il ne faut pas la minimiser. Et effectivement, elle porte l'espoir. Parce qu'enfin, le monde du travail gagne quelque chose. Et c'est pas juste l'action en justice. L'action en justice, encore une fois, c'est un outil à notre disposition. Et on a aussi été très bien conseillés à notre disposition pour aller jusqu'au bout. On a utilisé la rue, la grève dans les boutiques, tout a été utilisé. Et ça, c'est quelque chose en plus. Ces recours, on les a déposés au mois de janvier. On ne savait pas qu'il allait y avoir les ordonnances. On ne savait même pas que Macron était là. On savait pas. On ne savait pas que Johnny allait mourir. Non plus. Mais voilà, alors on aurait pu très bien se dire, bon, bah derrière, il va y avoir un autre gouvernement, ils vont refaire quelque chose, on arrête là. Mais nous, c'est pas notre vision de la chose. Et je pense que ce
ce qui là nous a tous rassemblés, c'est on a aussi réfléchi, nous, à une réelle stratégie de lutte qui parfois peut faire défaut au niveau de Et nos qu'on appareils. compte entretenir. Voilà, et on entretient ça. Nous, on n'est pas là Voilà, pour- on a une stratégie, on va jusqu'au Voilà. bout. On n'est Moi, pas là- dans mon établissement, dans mon hôpital, quand je mène une lutte, pourquoi mes collègues, mes camarades me suivent, enfin nous suivent, nous, parce qu'ils savent qu'on va aller jusqu'au bout, on va utiliser tout ce qui est à notre disposition. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que la CGT, le monde du travail, gagne tous les jours des choses, et même des choses très très importantes. Mais ça, comme disait Michael, on a un foutu de le faire. Je vais vous interrompre parce que Oui. j'allais faire le métro. Vous avez un métier. Parce qu'on va pouvoir vous parler pendant des heures. Je vais juste reprendre donc l'orthographe exacte de vos noms de famille aux uns et aux autres et puis je vais filer. Alors moi c'est Bosman, B-O-2-S-E-M-A-N. C'est ça. Donc Sobagnac. Vous n'avez même pas posé un petit café S-O. Vous voulez juste avant de partir un petit céré, non? Non, même un petit serré. Sobagnac, S-A-U-B-A. Non, S-O-B-A-N-I-A-K. B-A-N-U-A-K. Et c'est CGT, hôpital de Le prénom Yannick. Yannick, pardon. m'avait dit. CH Quattrolo pour Yannick et CHU de Lille